va passer la présentation sur la protection du personnel soignant pendant la pandémie. Donc, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le... Voilà, merci. Donc, on va parler de la protection du personnel de soins pendant la pandémie. Alors, comme vous le savez très bien, depuis le 11 mars 2020, l'OMS a décrété que, vu les niveaux alarmants de sa propagation et de sa sévérité, le Covid-19 a été qualifié donc de pandémie. Alors, comme principale riposte, la distanciation sociale et à un degré supérieur le confinement ont été observés par différentes populations d'une grande partie de la planète. En même temps, les personnels de soins se sont mobilisés dans la prise en charge des patients Covid-19, s'exposant par là à un risque élevé de contamination par le SARS-CoV-2, comme le confirment les bulletins statistiques publiés par les autorités sanitaires des différents pays. Comme vous le remarquez, en Chine, jusqu'à 11 février, ils avaient 1716 cas de Covid-19 chez des personnels soignants et ça représente environ 4% de tous les cas confirmés. Parmi eux, 6 sont décédés. En Italie, 17 000 agents de santé ont été infectés jusqu'au 18 avril donc 2020 et le nombre de décès s'élève à 125 médecins. Aux USA, le nombre de personnels de soins infectés est de 9 200 jusqu'au 15 avril. En France, nous déplorons 9 cas de médecins, 9 médecins décédés qui ont succombé donc, au coronavirus jusqu'au 17 avril. Et rien que dans l'assistance publique Hôpitaux de Paris, on dénombre 3800 patients, 3800 personnels de soins qui ont été atteints par le Covid-19. C'est vrai que la source de contamination d'un personnel de soins peut être communautaire, hors du lieu de travail, ou hospitalière, au contact d'un patient ou d'un collègue. La question est de quelle manière s'expose-t-on au coronavirus au milieu de soins. Alors, comme vous le voyez sur cette plaque, elle répond à l'une des questions de l'une de nos résidentes. Eh bien, le coronavirus, il est présent dans différents liquides biologiques. Déjà, il est très présent dans les voies aériennes et il sera émis, donc ce SARS-CoV-2 sous forme au sein de gouttelettes à l'occasion de toux ou bien à l'occasion d'éternuements. Il est également particulièrement présent au niveau des selles. Alors, les gouttelettes, comment diffusent-elles? Ces gouttelettes exhalées. Les gouttelettes émises par le patient vont parvenir à des distances variables, selon leur taille, selon la puissance de leur propulsion, selon qu'il s'agit d'une respiration calme, de toux ou d'éternuement. Les facteurs environnementaux sont également déterminants. Eh bien, le flux d'air expiré riche en agents infectieux est diffusé par le système d'aération, l'ouverture des portes, les mouvements des personnes, la turbulence causée par l'évaporation thermique. Tout ça favorise la dissémination et la diffusion des particules chargées en virus. Eh bien, regardez cette image. Eh bien, à l'occasion de la toux, les gouttelettes émises par le patient en parlant, éternuant et toussant tombent généralement à 1 ou 2 mètres. Cependant, dans certaines situations ou procédures, ces gouttelettes peuvent se transformer en aérosols de micro-gouttelettes inférieures à 10 microns et se propagent de manière aéroportée vont aller jusqu'à plusieurs mètres pour être inhalées ou tomber sur le sol par la suite. Regardez cette image.
qui a été prise par des moyens optiques particuliers. Et à l'occasion d'une toux, vous voyez qu'il y a eu une dispersion des gouttelettes. Les plus lourdes se dirigent vers le sol, les autres commencent à se propager. À 20 minutes, regardez le degré de diffusion de ces micro-gouttelettes et dans une pièce confinée, vous imaginez leur effet et leur pouvoir contagieux. Alors, comment limiter la dispersion des gouttelettes émises par le patient Covid? La recommandation est de faire porter, quand l'état respiratoire, bien sûr, du patient le permet, lui faire porter un masque chirurgical. C'est vrai que le masque chirurgical réduit 4 fois le flux expiratoire médian, sagittal, lors d'un effort de toux, mais il faut se méfier parce qu'il crée un flux latéral assez important qui doit être pris en compte par le personnel de soins. Voici certaines procédures qui génèrent des aérosols. Et là, nos amis réanimateurs les connaissent bien. L'intubation, les procédures associées, la réanimation cardio-pulmonaire, la ventilation manuelle, la bronchoscopie, l'aspiration des voies respiratoires, et y compris les soins de trachéotomie, l'induction des expectorations, la nébulisation, l'aspiration nasogénique, le VNI positif et dans un site de réanimation, l'autopsie en médecine légale. Voici cette étude qui a été réalisée à Wuhan, en Chine, dans 2 hôpitaux. L'un est un hôpital universitaire connu, l'autre c'est un hôpital de campagne qui a été réalisé au fait dans un stade où on a aménagé une forme d'hôpital de campagne. Eh bien, les auteurs ont mesuré les concentrations d'ARN viral dans des échantillons de l'air et des prélèvements de surface du sol, dans différents endroits des 2 hôpitaux de Wuhan. Eh bien, ils ont remarqué, il y a un problème avec le défilement des... Ce n'est pas un problème. Bon, je vais dire ce qu'il y a, même si c'est caché. L'animation ne fonctionne pas. Mais alors, pour vous dire que au niveau de cet hôpital, on a trouvé qu'il y a quand même une concentration relativement élevée au niveau en ARN, concentration relativement élevée en ARN, dans les aérosols prélevés dans les salles, notamment dans les toilettes d'abord, dans les vestiaires et également dans les salles de staff. On se dit comment ça se fait qu'il y ait une forte concentration dans ces lieux où il n'y a pas de procédure en cours. En fait, c'est qu'à l'hôpital universitaire de Wuhan, les salles de réanimation sont mises en pression négative, ce qui fait qu'on ne retrouve pas d'ARN viral en suspension, mais on va le trouver au niveau du sol. Au niveau du sol, ils ont trouvé une forte concentration d'ARN viral. Par contre, on se pose la question, comment ça se fait que dans les vestiaires, on trouve beaucoup d'ARN viral en suspension dans l'air? Eh bien, tout simplement parce que les gens arrivent avec leurs vêtements de travail, avec à leur surface des particules d'ARN viral. En bougeant, pendant la phase de déshabillage, cet ARN viral va se disperser dans l'air et il va contaminer toute l'atmosphère. La même chose au niveau des toilettes, quand on bouge dans un milieu un peu confiné et qui est exigu, eh ben, il peut y avoir de dispersion d'ARN viral au niveau de l'air. Et on se pose également la question,
y aurait-il une aérosolisation des excréta? Parce qu'on sait, comme je l'ai montré dans la plaque antérieure, il y avait beaucoup quand même d'ARN viral au niveau des selles. Donc là, je passe, pardon. Donc là, vous regardez, ça c'est l'image qui est celle que je peux interpréter maintenant, c'est qu'on trouve que la concentration en ARN viral, elle est importante dans des zones où on se change, dans la salle de staff, dans les différentes salles de staff. Donc là, vous voyez, il faut faire gaffe. Il ne faut pas se promener avec les EPI. Donc les vêtements de travail doivent être vraiment laissés au vestiaire et faire en sorte qu'au niveau du vestiaire, qu'il y ait une ventilation efficace, c'est-à-dire que les fenêtres doivent rester ouvertes, sinon il vaut mieux favoriser la mise en pression négative pour éviter l'aérosolisation de ces particules. Eh bien, ces particules virales, on n'est pas sûr qu'elles étaient vivantes. Eh bien, il y a eu d'autres études qui ont étudié la viabilité du SARS-CoV-2 sur les surfaces et dans l'air. Et on a remarqué qu'il reste quand même plusieurs heures présent, vivant au niveau du cuivre, au niveau du carton jusqu'à 24 heures, au niveau de l'acier jusqu'à 48 heures et au niveau du plastique jusqu'à 72 heures. Au niveau de l'air, il persiste vivant pendant 3 heures. Bon, c'est vrai qu'il s'agit d'expériences de laboratoire, que les conditions ne sont pas les mêmes dans la vie de tous les jours, mais ça nous donne une idée sur la virulence de ce virus, sa ténacité et sur également, ça nous dit beaucoup pour les précautions à prendre quand on est à l'extérieur et quand on risque d'être en contact avec ce virus. Alors, l'infection nosocomiale concernant le personnel soignant sans protection adéquate à partir d'un patient Covid-19 s'explique par certaines choses. D'abord, les véhicules du virus que sont les gouttelettes et les micro-gouttelettes exhalées, la salive, les excréta, par exemple les selles, et puis le SARS-CoV-2 serait alors présent dans l'air sous forme d'aérosol, les salles de réanimation s'il n'y a pas de pression négative. Tout à l'heure, pour l'hôpital de Wuhan, les salles de réanimation étaient en pression négative, dans les vestiaires, dans les toilettes, également sur le sol et sur les autres surfaces, les chambres de patients, les salles de réanimation également. Eh bien, ce virus restera vivant dans l'air et sur les surfaces pendant plusieurs heures. Le SARS-CoV-2 sera alors inhalé ou manuporté au visage par un personnel de soins sans protection adéquate et il va être contaminé. Là, tout ça explique l'infection nosocomiale chez le personnel soignant. Eh bien, vous regardez que ce personnel soignant, il est malheureux. Ce n'est pas à cause de l'infection, peut-être en partie, mais à cause de la pression du travail, à cause du stress, à cause de l'épuisement. Donc, on doit parler, au moins, dire 2 mots du risque psychosocial. Je ne vais pas beaucoup développer parce que pendant l'autre webinaire, professeur Mejdeh Chaour, on a longuement parlé, mais juste pour vous dire que le risque psychosocial ne doit pas être négligé. Il y a une augmentation de la charge émotionnelle et nerveuse. Il y a un épuisement professionnel au bout du tunnel. C'est le burn-out que risque le personnel soignant, pour différentes raisons. Défaut d'équipements de protection individuelle. Il y a 2 jours, il y avait une manifestation devant la Maison-Blanche. Les infirmières criaient et voulaient des équipements de protection individuelle en quantité et en qualité.
défaut de formation, défaut d'accompagnement, défaut d'organisation et de gestion des priorités, appréhension quant au risque de contraction du virus et de la contamination de ses proches, conflit de valeurs en cas de prise en charge de patients nécessitant de mettre en œuvre parfois, malheureusement, des modes dégradés, décès des patients, mais également la maladie et le décès des collègues ayant été contaminés. Alors, comme mesure de prévention, l'accompagnement rapproché des équipes par l'encadrement, les seniors doivent être très présents, et l'accompagnement également psychologique par des psychologues formés pour ces situations-là. Alors, comment maîtriser le risque? Il y a une stratégie de prévention qui s'articule autour de 3 leviers. D'abord, limiter l'entrée des germes à l'hôpital, consultation à distance, reporter les actes non urgents. Deuxième levier de cette prévention, isoler les patients symptomatiques. Circuits séparés, par exemple le parcours Covid, le masque chirurgical pour le patient. Et puis, dernier volet très important, protéger le personnel de santé par une optimisation du travail, de l'organisation du travail, par la prévention médicale et par la mise en œuvre de précautions standards. Prévention médicale. D'abord, suis-je médicalement apte à travailler dans un service prenant en charge des patients Covid-19? Deuxième question qu'on peut se poser, la surveillance médicale pendant et après la période de garde avec pratique de test. À la fin de la période de confinement qui suit, ce sont les 7 jours qui suivent la période de garde, en cas d'apparition de symptômes et en cas d'exposition non protégée. Voici une liste indicative des différents états de santé et situations morbides pouvant constituer un motif d'inaptitude au travail dans le circuit Covid-19. D'abord, les personnels ayant une immunodépression en rapport avec une chimiothérapie anticancéreuse, des traitements immunosuppresseurs, une corticothérapie à dose immunosuppressive, biothérapie, infection VIH, une greffe d'organes, etc., une hémopathie aplasiante. Et puis les personnels atteints d'autres morbidités respiratoires, insuffisance rénale dialysée, l'insuffisance cardiaque avancée, l'HTA sévère, l'insuffisance coronarienne, la maladie thromboembolique, les cirrhoses, les diabètes insulinodépendants ou insulino-nécessitants compliqués, les hémoglobinopathies, les hépatites virales évolutives, et j'arrive à l'obésité morbide qui constitue, paraît-il, un facteur de risque très très important en cas de Covid. Et puis, les malvoyants, parce que ça pose des problèmes d'asepsie, on doit avoir une vision parfaite pour éviter de se faire contaminer. Et enfin, les femmes enceintes ne doivent pas être exposées. En cas d'autre morbidité, le médecin de travail va évaluer le risque au cas par cas, sachant que ces recommandations sont évolutives et ne peuvent pas anticiper tous les scénarios. D'abord, donc, favoriser une organisation de travail qui protège patients et personnel de soins. Le parcours du patient Covid doit être individualisé dans chaque structure de santé, publique ou privée. Comme vous le voyez bien, quand un patient arrive à l'hôpital, déjà avant d'entrer à l'hôpital, il va trouver une cabine ou bien une tente où va s'opérer un pré-triage. Les patients non suspects vont aller vers le circuit normal. Ceux qui peuvent présenter des symptômes évocateurs de Covid vont aller dans le circuit Covid. Donc, ils vont dans le circuit. Là, ils vont être pris en charge pour un deuxième triage avec une consultation externe qui va se faire. Et puis, ceux qui sont retenus, qui doivent être hospitalisés, vont aller dans le secteur hospitalisation.
S'ils ne sont pas très fatigués, ils vont être hospitalisés dans des salles ou bien des chambres normales. Ceux qui sont très fatigués, présentant par exemple une forme de détresse respiratoire, vont aller en réanimation. Alors, comment s'organisent des équipes de garde qu'on appelle le cohorting concept? Une cohorte inclut toutes les équipes concernées par le roulement du tableau de garde pour une période donnée. Une équipe est formée de médecins, d'infirmiers, d'ouvriers ou bien d'aides-soignants. Il y a une équipe pour le triage et la consultation externe, une équipe pour l'hospitalisation. Donc, l'ensemble, cette grande équipe, on va faire d'elle, par exemple, 2 ou bien 3 équipes. Et il va y avoir un roulement. Soit on va faire un roulement avec une pause de 24 heures, ou bien une pause de 36 heures, ou bien une pause de 12 heures. Donc là, c'est à l'institution de s'organiser, de choisir le mode de cohorte qu'elle va opérer et de roulement. Alors, pendant cette période de garde, les soignants doivent être hébergés, soit au niveau de l'institution de santé, ou bien dans un lieu dédié, un hôtel par exemple. Alors, à la fin de la période de garde, on rentre dans une période de confinement de 7 jours, à compter de la date de la dernière garde. Avec, à la fin, pendant ces 7 jours, d'abord, il faut un respect strict des règles d'auto-isolement, avec un test de dépistage à la fin de la période de confinement. Maintenant, on va utiliser les tests de dépistage rapide à anticorps, par exemple. Et puis, à la fin de cette période, le personnel de soins va pouvoir réintégrer soit le circuit Covid ou bien le circuit normal. Alors, bien sûr, je suis passé assez rapidement sur une diapo. C'est qu'au niveau des unités où certaines procédures vont être opérées, il vaut mieux favoriser la mise en pression négative des chambres d'isolement des patients Covid-19. Comme ça, on risque d'éviter l'effet d'une soufflerie qui risque de disperser les particules virales au niveau de l'air. Donc là, il vaut mieux favoriser le travail en pression négative. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc, autant aérer après les actes. Alors, les précautions standards, il faut insister dessus. D'abord, l'hygiène des mains, l'eau et le savon, ou bien le gel hydroalcoolique. L'usage des équipements de protection individuelle, l'hygiène respiratoire, la gestion des excréta, la gestion de l'environnement et notamment la désinfection du matériel, la désinfection des effets du malade, la désinfection du sol. Il y a ici une diapo, je ne sais pas s'il est possible de la faire passer. Il y a une diapo ici, je ne sais pas s'il est possible de la faire passer. Le film, le petit film, le film vidéo.
Donc, cette vidéo que vous venez de voir a bien illustré l'observance des précautions standards allant du lavage des mains, l'usage du gel hydroalcoolique, l'habillage, le déshabillage. Donc, vous avez vu l'importance des équipements de protection. Et bien sûr, il y a une différence entre un masque chirurgical et un FFP2. Le masque chirurgical, il est protecteur, c'est vrai, contre les gouttelettes. Le FFP2, il est protecteur contre les gouttelettes et protecteur contre les aérosols. Ce n'est pas le cas du masque chirurgical qui n'est protecteur que vis-à-vis des gouttelettes. Donc là, c'est important d'observer ces précautions standards et ces précautions standards permettent un peu de nous sauver et de nous éviter une exposition inutile au virus SARS-CoV-2. Donc, maintenant, on a tout fait et il arrive que cette protection n'ait pas été respectée. Il arrive, donc j'arrive à cette diapo et concernant l'exposition professionnelle à un sujet Covid positif sans application adéquate des mesures de protection. Bien sûr qu'une fois le contact s'est fait, et on s'est rendu compte qu'on a été en contact peu protégé ou non protégé, il faut aller directement informer le médecin référent ou bien le médecin du travail de la structure sanitaire. Et bien sûr, le médecin référent va évaluer le risque et il va piloter la conduite à tenir. Normalement, une PCR donc, doit être faite au bout de 48-72 heures, doit être faite, et en fonction du résultat de la PCR, il va y avoir une conduite, une deuxième attitude, mais avant, dans l'attente des résultats du PCR, eh ben, il faut rester en auto-isolement dans un lieu dédié jusqu'à disponibilité du résultat. Et en même temps, il y aura une pré-identification des contacts. Alors, dans le cas où la PCR revient positive, nous trouvons devant deux situations, que le patient source, que le personnel de soins ait été symptomatique. Donc, s'il est symptomatique, bien sûr, il faut qu'il soit isolé dans un centre de prise en charge jusqu'à 48 heures après la disparition des symptômes, donc il doit être pris en charge, et puis il va être traité, et il ne peut donc reprendre le travail qu'au 3e jour après la disparition des symptômes. Mais il doit rester au moins 7 jours après le début du symptôme, donc avant de rejoindre son lieu de travail. Quand il rentre donc dans l'établissement de soins, quand il rentre de ce confinement, il doit avoir son masque chirurgical qu'il doit porter en permanence, aussi bien en milieu professionnel qu'extra-professionnel, jusqu'à la fin des 14 jours de surveillance. Et il faut poursuivre toujours la surveillance clinique, surveillance de la température, des signes évocateurs pendant ces 14 jours au moins. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de faire toujours des contacts tracing et dépister les contacts étroits. Eh bien, si le personnel de soins est asymptomatique, eh bien, il faut l'isoler pendant 7 jours à compter de la date de confirmation de la PCR et il ne peut reprendre le travail qu'au 10e jour. Et en reprenant le travail, il doit porter obligatoirement un masque chirurgical en permanence, en milieu professionnel et extra-professionnel jusqu'à la fin des 14 jours de surveillance. Et on doit poursuivre la surveillance clinique, température, signes évocateurs pendant 14 jours, donc on reste à l'affût du moindre symptôme. Maintenant, ça c'est dans le cas où la PCR était positive. Alors, si on est en présence d'une PCR négative et le patient
le personnel de soins il est post-symptomatique, il peut reprendre le travail en respectant rigoureusement les mesures de précaution standards et d'hygiène respiratoire, air, gouttelette et de contact. Port obligatoire d'un masque chirurgical en permanence, aussi bien en milieu professionnel qu'extra-professionnel. On refait la PCR au 7e jour de la date d'exposition ou bien si apparition de nouveaux symptômes. Si la PCR négative, bien sûr, il poursuit le travail. Si la PCR positive, on va retomber dans l'un ou l'autre cas, soit le cas où la PCR positive il est symptomatique, le cas où le PCR positif il est asymptomatique. J'ouvre une parenthèse, c'est que cet algorithme-là, c'est un algorithme consensuel et il est actuellement encore en cours de révision et professeur Ben Alaya va nous dire quelles sont les modifications qu'on va mettre au niveau de cet algorithme-là. On s'est entendu sur le principe de la modification, surtout au niveau du délai de la première RT-PCR, au niveau du délai, on était à 48 heures, peut-être qu'on va la remettre à 72 heures, on va le savoir avec le professeur Ben Alaya. Et sachant que pour la modification entendue, c'est que le personnel de soins, s'il était en contact, il pourrait arrêter de travailler à la fin du poste de travail. Sachant que pendant les 24-48 premières heures, il n'est pas infectant. Alors, maintenant, le personnel de soins, il est contaminé. S'agit-il d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle? Là, c'est tout un débat, et puis le débat continue chez nous. Il est maintenant, donc, le débat vient de connaître son épilogue en France, puisque la contamination par le SARS-CoV-2 est devenue une maladie professionnelle, reconnue comme maladie professionnelle chez les soignants, et chez les soignants seulement. Donc, pour nous, on continue à déclarer les cas constatés comme accident de travail. Comme accident de travail, en attendant la promulgation de l'arrêté relatif à la liste des maladies professionnelles, pardon, laquelle liste elle est en cours, au fait, en cours de révision, en cours de discussion. Alors, actuellement, il faut savoir que les agents de santé sont la ressource la plus précieuse de chaque pays. Autant la préserver. D'autres mesures pratiques doivent être envisagées aussi. Donc, pardon, la sécurité des personnels de soins doit être assurée, la fourniture adéquate de pays n'est que la première étape. D'autres mesures pratiques doivent être envisagées, le repos, le soutien familial et le soutien psychologique. Donc, stay safe everyone. Voilà, merci. C'était ma communication. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être faire passer la tablette. Je vous passe la tablette pour les questions. Il y a des questions. Elle n'a pas été décontaminée. Là. D'accord, j'enregistre ça. On nous observe de là-bas. Oui. Et tu ne portes pas de masque. Hey, je vais parler là. Mais la tablette, ce n'était pas prévu. Allez, je vais voir s'il y a des questions sur les médecins. Un personnel de santé à antécédent allergique a-t-il un grand risque d'une contamination? Bon, allergique, s'il présente un asthme, l'asthme est un motif d'inaptitude. C'est un motif d'inaptitude. Ça, c'est consensuel. Ça se passe comme ça aussi bien en Tunisie qu'en France. Et moi, la question, et je parle sous le contrôle de mes amis réanimateurs, anesthésistes réanimateurs, c'est que le problème, c'est que l'asthme, quand il y a une crise d'asthme, quand le traitement de fond,
s'appuie sur les corticoïdes. Et maintenant, l'usage de la corticothérapie est encore controversé chez le malade Covid-19. C'est encore un problème, l'usage de la corticothérapie. Certains, au début de l'épidémie, nous disaient que surtout pas d'anti-inflammatoires, aussi bien non stéroïdiens que des corticoïdes. Donc là, maintenant, on a pris l'asthme comme un motif d'inaptitude au travail. Très bien. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, c'est juste pour enrichir la discussion. L'asthme, oui, voilà. L'asthme équilibré, moi je pense que, par exemple, en réa, on ne voit plus d'asthme aigu grave. C'est que les médicaments actuellement sont capables de stabiliser pendant de longues durées. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus d'asthme aigu grave décompensé. Et même les corticoïdes inhalés sont à un effet local, donc ils ne sont pas des immunodéprimés. Donc un asthmatique qui est bien équilibré ou qui est en rémission, moi je pense qu'il peut travailler moyennant les moyens de protection. Il n'y a pas d'allergène auquel il est exposé. Et le risque d'infection est le même, qu'il soit asthmatique ou pas. Mais donc je ne suis pas d'accord pour l'asthme. Je crois qu'ils sont stables. Pourrait aggraver, c'est ça le problème qui s'est posé, c'est que les motifs d'inaptitude ont concerné les pathologies qui aggraveraient un Covid-19. Oui, ce n'est pas décrit. Pour l'asthme, ce n'est pas décrit. Pour les corticoïdes aussi, moi, je n'ai pas vu d'études, ni pour les anti-inflammatoires, ni pour la corticothérapie. C'est toujours des cas anecdotiques, un jeune hospitalisé en réa parce qu'il aurait eu au prix des AINS, mais ce n'est pas fondé sur des études. Il n'y a pas d'études pour dire que les AINS, c'est qu'ils peuvent aggraver les cellulites, les infections anaérobies. Mais concernant le Covid, il y a des points d'interrogation. Il n'y a pas de vérité scientifique. Voilà, il y a des points d'interrogation. Même les corticoïdes. Les experts ne sont pas tout à fait d'accord. On reporte donc ce point. Chacun garde son avis. Il n'y a pas de désaccord. Il n'y a pas de désaccord, mais il n'y a pas d'accord non plus. Donc, je passerai à la... J'ai une question dont la réponse est très simple. Oui, professeur Nissaf Ben Ali, notre héroïne est là. Elle présentera sa conférence juste après. Alors, une dernière question. Est-ce que quand un personnel de santé finit son confinement, il doit refaire le test? Eh bien, quand ils finissent, justement, c'est le moment du test. C'est la fin du confinement post-garde. Parce qu'il y a, quand on travaille dans le système de cohorte, à la fin de la période de garde, il y a une période de confinement qui dure 7 jours. Et c'est à la fin de cette période de confinement que le test est justement indiqué. D'accord, très bien. Même s'il est asymptomatique, il n'y a pas eu d'exposition ou d'accident, il n'a pas fait de faute et il est asymptomatique 7 jours après. C'est ça la discussion. C'est que le professeur Fergeni, justement, l'expérience a montré, ici, chez nous, à l'hôpital d'Ariana, par exemple, deux personnels de soins qui portaient correctement leurs EPI. Et c'est le témoignage du médecin de travail qui fait foi. Et à la fin de la période de confinement, les RT-PCR se sont révélés positifs. Mais 80% du personnel soignant est contaminé dans le milieu familial, pas à l'hôpital. Je sais, mais ça, c'est en fin de confinement. Peut-être, est-ce qu'ils avaient cette positivité avant la période de garde? Parce qu'ils ont fait 7 jours de garde, suivis de 7 jours de confinement dans un lieu dédié. Et à la fin du 7e jour de confinement, la RT-PCR a été faite et s'est révélée positive. Donc là, il y a des erreurs, toujours des erreurs d'asepsie. Il y a toujours des erreurs d'asepsie. Il suffit de mettre, je ne sais pas, même un stéthoscope qui a été contaminé, et on le touche et on a l'impression qu'on n'a pas touché quelque chose de suspect à risque. Donc là, oui. La dernière question, et qui a été posée 3 fois, et vous avez donné la réponse, mais je pense que comme elle a été reposée 3 fois, la question de la maladie professionnelle n'est pas résolue en Tunisie. Est-ce qu'elle va être résolue? Parce qu'il y a 3 questions de mes collègues, l'une à la suite de l'autre, qui ne parlent que de ça. C'est en cours. C'est en cours. Nous avons procédé à... Enfin, l'inspection médicale du travail a procédé à des consultations
Et nous avons donné notre avis et nous sommes tous à l'unanimité pour qu'elle soit reconnue comme maladie professionnelle. Le petit débat qui reste, c'est cette maladie professionnelle va concerner quel secteur professionnel? Est-ce qu'on va se limiter au personnel soignant? Et c'était comme par hasard, on n'a pas fait exprès, c'était le même débat qui s'est passé en France et qui a retardé la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, sa promulgation en tant que maladie professionnelle. Donc, pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une révision du tableau des maladies professionnelles, c'est certain. Le principe, il est retenu. Maintenant, le petit débat, comme je vous ai dit, c'est au niveau de quel secteur d'activité on va rester. Est-ce que c'est les soignants? Est-ce qu'on va aller vers d'autres corps de métier qui sont également exposés? On a parlé également des caissiers, des agents de police, etc., des militaires. Vous avez votre système, je crois, de reconnaissance à part. Oui, mais le Covid-19 ne fait pas partie des maladies contagieuses actuellement. Parce que les textes définissent quelles sont les maladies avec les codes. Donc on doit l'intégrer. C'est une maladie contagieuse à déclaration. Il est devenu à déclaration oui, obligatoire. Mais il faut la mettre dans la liste. Mais nous parlons de liste des maladies professionnelles. C'est un peu une liste qui est relativement limitée. Et maintenant, la discussion, c'est l'intégration du Covid au niveau de la liste. Comme je vous ai dit, le principe, il est retenu. Et maintenant, on est en train de discuter quel corps de métier on va concerner par cette maladie professionnelle.